Invitée, Nathalie Ouellet. Alors, je te... oui, j'arrive. Alors, là, c'est difficile de résumer tout ce que Nathalie fait. Alors, elle est directrice adjointe à l'Observatoire du Mont Mégantic et à l'Institut de recherche sur les exoplanètes et plein d'autres choses aussi, mais entre autres, et c'est ce qui nous importe ce soir, la communicatrice scientifique attitrée pour le Canada pour le télescope spatial James Webb. Excusez-moi, j'ai été passé à parler du télescope James Webb, alors là, j'ai encore des émotions qui me viennent, mais là, je vais m'incliner devant quelqu'un qui travaille avec le télescope James Webb. À toi, Nathalie. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Donc, premièrement, un gros merci de vous être déplacés dans des tornades et des orages, et c'est quand même intense comme supercellule. Et aussi un gros merci à l'équipe de l'Astrolabe. J'étais supposée venir pendant le festival de l'année passée, et puis j'ai eu la COVID le jour d'avant. Donc, je me suis dit, je vais épargner les personnes au festival. Donc, je me reprends cette année et j'ai tellement plus de résultats et de belles images à vous montrer parce que, presque au jour près, dans 4 jours, on va célébrer 1 an depuis le dévoilement des premières images du télescope spatial James Webb. Et depuis, le télescope prend d'autres images et a eu vraiment des résultats fantastiques. Donc, je peux seulement parler de certains résultats parce que sinon je passerai toute la soirée ici avec vous. Mais je vais avoir du temps pour des questions aussi. Et puis, si vous aimeriez en savoir plus, il y a plein de ressources en ligne pour voir les autres images et les autres résultats. Moi, je suis née à Montréal et j'ai été élevée à Montréal et j'avais pas un beau ciel nocturne comme dans cette image, comme dans la réserve du ciel étoilé du Mont Mégantic, malheureusement. Mais j'ai eu la chance de tomber en amour avec l'astronomie à travers des photos prises par des télescopes dans l'espace, comme par exemple le télescope Hubble. Donc, pour moi, les télescopes ont vraiment une place choyée dans mon cœur. Mais en plus de nous donner la possibilité de voir plus loin et des objets moins brillants, les télescopes modernes ont un autre pouvoir magique, et c'est qu'ils nous permettent de regarder différents types de lumière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Peut-être que vous le connaissez. Le type de lumière qu'on connaît le mieux dans ce spectre, c'est la lumière visible. Donc les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on peut voir ici. Mais il y a plein d'autres types de lumière qui existent à des longueurs d'onde différentes. C'est des énergies différentes, mais c'est des couleurs qui sont invisibles. Donc dans les énergies très très fortes et des longueurs d'onde courtes, on a les rayons gamma, les rayons X, les rayons ultraviolets, mais on a aussi la lumière infrarouge et même les ondes radio. Oui, les ondes radio, c'est un type de lumière dans le spectre électromagnétique. On a tendance à vraiment associer les ondes radio au son parce qu'on a développé notre système de télécommunication autour des ondes radio, mais c'est de la lumière. Et juste parce que nous, on ne peut pas voir ces types de lumière, ne veut pas dire que l'univers ne nous raconte pas plein d'histoires intéressantes dans ces types de lumière. Pour avoir un portrait complet de l'univers, on a utilisé toute cette lumière avec des télescopes modernes. Mais on a un petit problème. Sauf pour nos amis astronautes comme Rebecca et nos nouveaux astronautes, on est pour la plupart coincés sur la Terre, enveloppés d'une atmosphère protectrice. Et en majorité, c'est une bonne chose parce que l'atmosphère nous garde vivants. Ça a de l'oxygène à l'intérieur qu'on puisse respirer, mais ça bloque aussi beaucoup de rayons cosmiques dans l'univers qui seront très, très, très néfastes pour la santé humaine. Donc, si on n'avait pas l'atmosphère, on serait en toute probabilité mort. Donc, oui, c'est poche pour les astronomes, mais on va faire le sacrifice. On va accepter notre atmosphère qui bloque beaucoup de ces types de rayons. Ça, c'est un graphique qui montre à quel point l'atmosphère est transparente ou non pour ces types de lumière. Donc ici, on a les ondes radio de ce côté-là. On passe dans l'infrarouge, la lumière visible, ultraviolet, rayon X, rayon gamma. Et le plus de brun que vous voyez pour chaque type de lumière, le plus que l'atmosphère bloque la lumière. Donc on peut voir ici qu'il y a vraiment seulement 2 fenêtres qui laissent passer la lumière, et c'est dans les ondes radio et la lumière visible. Une chance, on peut voir dans les lumières visibles, et on utilise les ondes radio pour nos télécommunications. Mais pour tous les autres types de lumière, l'atmosphère bloque cette lumière. Donc je vous pose donc la question,
C'est où la meilleure place pour mettre un télescope, d'après vous? Surtout si on veut regarder ces types de lumière. Vous pouvez dire à voix haute, oui? Où? Et c'est où qu'il y aurait le moins d'atmosphère? En altitude. Et c'est quoi l'ultime altitude? Oh, on peut ambitionner encore plus que le mont Mégantic. L'espace. Encore plus haut que l'Everest. Dans l'espace, on n'a pas d'atmosphère qui bloque nos types de lumière. Donc, c'est là qu'on met nos télescopes souvent pour ces types de lumière. Mais il y a des désavantages. C'est cher d'envoyer quelque chose dans l'espace et soit c'est difficile de réparer ces télescopes ou même impossible. On ne peut pas s'y rendre. Donc, c'est quand même important d'avoir des télescopes sur la surface de la Terre. C'est très complémentaire parce que certains types de lumière sont accessibles de la Terre. Donc, on continue d'avoir des télescopes au sol, comme au mont Mégantic, comme à Hawaï, comme au Chili, mais on met aussi des télescopes dans l'espace. Et donc, quand je parle de télescope dans l'espace, moi j'ai grandi avec le télescope spatial Hubble, qui a été lancé en 1990. Donc, lorsqu'il a été lancé, on avait des grands espoirs pour ce télescope, mais malheureusement, ses tout débuts de la mission étaient assez difficiles parce qu'il y avait des problèmes avec son œil, avec son miroir en fait. Mais heureusement, comme vous le voyez dans cette image, il se retrouve relativement proche de nous, juste en orbite autour de la Terre, à environ 500 km par-dessus nos têtes. Donc 500 km, c'est tout simplement conduire de Montréal à Toronto. Mais il faut aller directement vers le haut par contre. Ce qui veut dire qu'en 1993, on a pu envoyer des astronautes utiliser le premier bras canadien pour réparer le télescope. Et donc, après ce moment, le télescope spatial Hubble a commencé à faire des découvertes fantastiques et prendre des images vraiment incroyables. Ça, c'est certaines des images iconiques. Mais comme je l'ai mentionné, il a été lancé en 1990. Il vient tout juste de célébrer son 33e anniversaire. Ça, c'est plus vieux que plusieurs d'entre vous dans cette salle. Et c'est beaucoup plus vieux que la durée de la mission qu'on espérait pour le télescope. Donc, ça veut dire qu'on a dû commencer à préparer pour le successeur du télescope Hubble assez vite, dès les années 90 en fait. Donc, le télescope Hubble, c'est un peu comme un œil humain gigantesque qui regarde le même type de lumière qui est visible pour nous, la lumière visible, les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais il y a quand même des avantages à mettre un télescope de lumière visible dans l'espace parce qu'il n'y a pas de pluie comme aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de seulement regarder lorsque c'est la nuit ou le jour, on est dans l'espace. Et il n'y a pas d'atmosphère pour embrouiller des images. Mais pour son successeur, on a voulu regarder un autre type de lumière, la lumière infrarouge, qui, elle, est majoritairement bloquée par l'atmosphère de la Terre. Donc ça, c'était essentiel qu'on mette ce télescope dans l'espace. Dès les années 90, on a pensé à un télescope beaucoup plus gros que le télescope Hubble qui regarderait dans l'infrarouge. Et on a éventuellement nommé ce télescope le télescope spatial James Webb. Donc ça, c'est une mission internationale qui est menée par le roi des agences spatiales, la NASA, mais aussi avec une contribution importante de l'Agence spatiale européenne. Et ça, c'était les deux partenaires pour le télescope spatial Hubble. Mais pour le Canada, qu'est-ce qui est important et excitant pour nous, c'est qu'il y a une contribution de l'Agence spatiale canadienne sur ce télescope. Donc, qui savait qu'on avait une agence spatiale canadienne? Levez votre main. Vous me réconfortez parce que pas tout le monde dit oui. Tout le monde connaît la NASA, mais pas tout le monde sait qu'on a une agence spatiale canadienne qui a son quartier général, en fait, juste sur la rive sud de Montréal, tout près de nous. Donc, on est très content d'être sur cette mission, et c'est en fait la plus importante mission d'astronomie spatiale sur laquelle le Canada n'a jamais participé, et j'espère que c'est seulement une première qui va être répétée au futur lorsqu'on va avoir d'autres gros télescopes dans l'espace. Donc, tel que mentionné, moi je suis la scientifique chargée des communications pour le télescope James Webb. Qu'est-ce que ça mange dans l'hiver, ce genre de titre-là? Donc, c'est un type de rôle qui est relativement nouveau en fait. Bon, moi, je suis astrophysicienne, j'ai une formation d'astrophysicienne, mais je fais de la communication scientifique. Bon, je fais partie de l'équipe scientifique, mais j'agis un peu comme un pont entre les scientifiques et le grand public. Parce que ce télescope a été financé avec des sous publics, donc il appartient vraiment à tout le monde, et tous les citoyens canadiens, tout le monde au Canada. Donc, c'est important pour nous que vous sachiez tous c'est quoi les belles découvertes et les avantages de faire partie de cette mission.
Bon, c'est ça mon rôle, mais je travaille aussi avec mes astronomes, mes collègues astronomes canadiens pour s'assurer qu'eux puissent avoir accès avec du temps d'observation sur le télescope. Donc en 2019, lorsque le télescope était encore en train de se faire tester en laboratoire, j'ai eu la chance de le visiter. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu constater à quel point il était gigantesque. C'est dur de voir ici parce qu'il y a quand même un effet de perspective, mais pour vous donner une indication, son miroir doré, qui est un peu replié ici, fait 6,5 mètres de large. Ça, c'est 7 fois plus grand que le miroir du télescope Hubble en superficie. Et son composant le plus important en taille, c'est son bouclier solaire, on dirait du papier d'aluminium ici, qui fait la taille d'un terrain de tennis. Le tout est d'environ 2 étages de haut, donc c'est comme un peu une petite maison qui flotte dans l'espace et qui prend des données. Bon, j'adore cette photo, ça me donne des bons souvenirs, mais la photo que j'aime montrer pour mieux expliquer mon rôle et mon engagement dans la mission, c'est celle-ci. Donc ça, c'est un costume d'Halloween que j'ai créé en carton, en papier d'aluminium et en tige, quelques mois avant qu'on ait lancé le télescope dans l'espace. Bon, j'ai donné des bonbons aux enfants déguisés en télescope, et c'est un modèle à l'échelle aussi, j'ai vraiment bien mesuré et tout. Et ça me donne la chance de faire de la communication scientifique de manière un peu drôle, ludique, mais de quand même informer les personnes sur la mission. Donc finalement, après des dizaines d'années de préparation, le télescope a finalement été lancé en décembre 2021, le matin de Noël. Qui a regardé le lancement en direct à la télévision? Je comprends si vous ne l'avez pas fait parce que c'est quand même le matin de Noël, peut-être que votre famille veut passer le temps avec vous. Mais moi, je l'ai regardé, j'ai forcé ma famille de regarder avec moi, et c'était un moment vraiment incroyable. Mais c'est seulement le début de la mission. Parce qu'entre autres, le télescope est tellement immense qu'on n'avait pas de fusée assez grosse pour l'accommoder en un seul morceau. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est de le replier sur lui-même pour qu'il rentre dans la fusée. Donc, vous le voyez ici en configuration repliée. Et une fois lancé dans l'espace, pendant 14 jours, le télescope allait se déployer ou se déplier. Mais malheureusement, il ne peut pas faire ça stationné à côté de la Terre. Si vous regardez vers le bas ici, vous voyez la trajectoire du télescope. De la Terre qui va passer par la Lune, éventuellement se rendre 4 fois plus loin que la Lune, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc, comme j'ai dit, c'est 14 jours environ que ça prend pour se déplier. Et pendant ces 14 jours-là, qu'on a surnommé les 14 jours de terreur, il y a plus de 300 mécanismes qui doivent se déployer, et chacun, c'est un point critique où si le mécanisme ne fonctionne pas, toute la mission tombe à l'eau avant même d'avoir commencé. Donc on était un peu stressés. Mais heureusement, tout s'est bien passé, entre autres, parce qu'on a passé beaucoup de temps avant de le lancer dans l'espace pour s'assurer que tout fonctionne. Donc on a fait des tests, on a testé tous les mécanismes, on a même simulé le vide de l'espace et les températures très extrêmes de l'espace pour s'assurer que tous les matériaux allaient fonctionner. Le bouclier solaire, qui est absolument critique à la mission, tout seul avait 132 mécanismes à lui seul. Donc vous voyez ici, qui est en train de se déployer, c'est 5 couches d'un matériau très réflectif, qu'on appelle le kapton, qui bloque la majorité de la lumière et la radiation du soleil, parce que c'est un télescope infrarouge. On a tendance à beaucoup associer l'infrarouge à la chaleur. Donc, si le soleil réchauffait le miroir du télescope, le télescope allait commencer lui-même à rayonner dans l'infrarouge et donc causer sa pollution lumineuse. Ça serait un peu comme mettre un phare lumineux juste à côté de l'observatoire du Mont Mégantic. Ça ruine un peu les images. Donc, simplement avec le bouclier solaire qui bloque la lumière du soleil, le miroir peut être refroidi passivement à moins 233 degrés Celsius. C'est même plus froid que l'hiver au Canada. Et il y a même un instrument à bord qui, lui, refroidit encore plus, jusqu'à moins 267 degrés Celsius. Ça, c'est seulement 7 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc, après 14 jours, on a attendu 2 autres semaines pour qu'il se rende à son point final. C'est un point qu'on appelle le point Lagrange 2, encore une fois à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et c'est tellement loin, en fait beaucoup plus loin que n'importe quel humain a déjà été, que
tout devait fonctionner parce qu'on ne pouvait pas envoyer des astronautes pour le réparer s'il y avait quelque chose de pas correct. Donc, finalement, il est arrivé après 1 mois après le lancement, et ensuite on a commencé à tester et calibrer tous ces instruments dans une période qu'on appelle la mise en service. Donc il y a 4 instruments en tout sur le télescope, qui sont derrière le miroir dans une boîte, et au centre on a l'instrument canadien qu'on peut voir ici. C'est un instrument double. En haut, on a ce qu'on appelle la caméra de guidage, qui s'appelle FGS, pour Fine Guidance Sensor en anglais. Ça, c'est pas un instrument scientifique, mais c'est un instrument absolument critique à la mission. Si lui ne fonctionne pas, on ne peut pas prendre de belles images. Donc en fait, ce que cette caméra fait, c'est que lorsque le télescope veut prendre une belle image d'un objet lointain, le télescope, lui, bouge aussi dans l'espace. Donc imaginez que vous prenez une image avec une caméra, mais vous bougez la caméra. L'image va être très embrouillée à moins que vous faites quelque chose. Donc, cette caméra se fixe, se verrouille sur un objet fixe comme une étoile et peut regarder les effets du mouvement et de la vibration du télescope pour pouvoir compenser pour ce mouvement et rendre les images plus claires. Et il peut faire ça à une fréquence de 16 fois par seconde. Il alimente un miroir déformable à l'intérieur pour compenser pour ce mouvement. Et c'est la caméra de guidage la plus précise qu'on ait jamais créée, avec une précision équivalente à être capable de voir la largeur d'un cheveu humain à 2 ou 3 km environ. C'est très, très, très précis. Donc ça, c'est l'œil canadien à bord du télescope. En dessous, on a notre instrument scientifique qui s'appelle le NIRIS. C'est un imageur et un spectrographe dans le proche infrarouge. Donc c'est une combinaison d'une caméra et d'un objet qu'on appelle un spectrographe qui fait de la spectroscopie, et je vais expliquer c'est quoi la spectroscopie dans quelques moments. Donc, au fil d'environ une quinzaine d'années, des centaines de personnes au Canada ont contribué à cet instrument. Donc, il y avait l'Agence spatiale canadienne, bien sûr, mais l'Université de Montréal, c'était le partenaire universitaire principal. On avait aussi Honeywell, qui était le partenaire industriel, et d'autres personnes autour du Canada. Pardon. Donc ici, c'est l'équipe de l'Université de Montréal qui travaille sur le télescope James Webb. C'est une image qu'on a prise en 2021. C'est sûr qu'on a des nouvelles personnes, certaines personnes ont quitté. Quelques personnes que je veux souligner. Ici, on a René Doyon, qui est le directeur du Mont Mégantic, le directeur de l'IREX et le chercheur principal, donc le responsable de l'instrument canadien à bord du télescope spatial James Webb. C'est un peu le chef d'orchestre de notre équipe. Ici, on a aussi Loïc Albert, qui était un conférencier l'année passée, et c'est le scientifique de l'instrument NIRIS. Donc, depuis plusieurs années, il a aidé à la conception, au développement et maintenant l'analyse des données de l'instrument NIRIS. Mais vous voyez aussi plein d'autres visages, et des visages très jeunes. Et en effet, on a beaucoup d'étudiants dans notre équipe, et certains des étudiants, c'était les premiers astronomes à voir des données du télescope l'été passé. Donc, ils ont la chance pour leur thèse de bac, de maîtrise, de doctorat, d'avoir des données très précieuses du télescope. Ils font des choses vraiment fantastiques avec ces données. Donc, qu'est-ce que le télescope Webb fait en termes de science? Une des raisons pourquoi j'adore ce télescope, c'est qu'il est très polyvalent. Il peut faire toutes sortes de sciences avec toutes sortes d'objets célestes. Donc, on peut tisser 4 grandes catégories. La première, c'est les mondes extraterrestres. Donc, ça inclut des mondes dans notre système solaire qui ne sont pas la Terre, mais il ne peut pas regarder vers le Soleil, parce que sinon, le miroir serait réchauffé par le Soleil. Donc, il peut seulement regarder au-delà de son orbite, donc Mars, des planètes géantes gazeuses et de glace, des astéroïdes, Pluton, des comètes. Mais il ne peut pas regarder le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre ou la Lune. Mais on peut aussi regarder des exoplanètes. Ça, c'est des mondes à l'extérieur de notre système solaire et la spécialité de l'IREX. Donc, je vais plonger un peu dans un des résultats d'exoplanètes dans quelques moments. On veut aussi comprendre le cycle de vie des étoiles. Et ici, le fait que c'est un télescope dans l'infrarouge est absolument primordial. On veut comprendre comment les galaxies évoluent, et ces galaxies évoluent pendant des milliards d'années. Donc, on ne peut pas regarder une seule galaxie pendant des milliards d'années, malheureusement. Donc, on regarde des milliards de galaxies à des moments différents de leur évolution, et on espère, dans l'univers qu'on dit primordial, donc très très tôt,
après le Big Bang, pour regarder les toutes premières galaxies créées. Donc, j'ai plongé maintenant dans quelques résultats qu'on a accumulés depuis 1 an avec le télescope. Et en premier, les exoplanètes. Donc, tel que mentionné, je travaille à l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes. On est une 60aine de membres environ dans plusieurs institutions québécoises qui travaillent sur les exoplanètes de tous les côtés. Certains sont des théoriciens qui essaient de déterminer comment les exoplanètes sont formées. Certains sont des instrumentationnels, ils font des instruments pour essayer de prendre les données, et certains sont des observateurs qui prennent les données des instruments pour mieux comprendre les exoplanètes qui existent. Donc, qu'est-ce qu'une exoplanète? Donc, comme j'ai mentionné, c'est des planètes qui orbitent des étoiles autres que notre Soleil à l'extérieur du système solaire. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie image d'une exoplanète? J'entends plus des non que des oui. Malheureusement, vous avez raison. C'est un non, c'est pas une vraie image. Lorsqu'on regarde des belles images de Jupiter, de Saturne, même des mondes dans notre système solaire, c'est typiquement des télescopes ultra puissants, comme Webb, comme Hubble, ou même des sondes qui sont allées à côté de ces mondes, qui ont pris ces images. Les exoplanètes sont beaucoup, beaucoup plus lointaines, et elles orbitent des étoiles qui sont beaucoup plus brillantes qu'elles. Donc, on ne peut pas voir des exoplanètes avec ce degré de détail. Donc, comment est-ce qu'on étudie ces mondes lointains? On doit être futé. On doit utiliser ce qu'on appelle des techniques indirectes. Et la technique indirecte la plus efficace qu'on a trouvée, c'est la méthode du transit, qui est en fait très similaire aux éclipses qu'on va explorer dans quelques moments. Donc, un transit, en fait, c'est lorsqu'une exoplanète passe devant une étoile. Donc, la manière qu'on peut observer un transit, c'est en observant, idéalement, plusieurs étoiles en même temps pendant longtemps. Et ce qu'on va voir, c'est, à un moment donné, peut-être que sa luminosité ou sa brillance va diminuer. Et selon à quel point sa luminosité diminue, ça nous donne une indication de la grosseur de l'objet qui a bloqué son disque. Et si on voit cette diminution de lumière à reprises régulières, ça nous indique que peut-être qu'il y a quelque chose qui orbite autour de cette étoile et qui bloque constamment ou fréquemment, régulièrement sa lumière. Donc, on ne peut pas voir l'image comme celle-ci de vraiment la planète qui bloque le disque de lumière, mais ce qu'on voit en fait, c'est le pourcentage de lumière qui diminue, et ça nous donne quand même des informations intéressantes. Mais on peut aller encore plus loin, et on peut étudier des mondes lointains pendant ces transits et faire de la spectroscopie. Et je vais expliquer c'est quoi les éléments, les propriétés que ça nous indique lorsqu'on fait cette méthode-là. Donc ça, c'est une exoplanète qu'on a étudiée avec le télescope Webb, qui s'appelle WASP-39b. C'est un très joli nom. Et c'est une exoplanète qui se retrouve à 700 années-lumière de la Terre. Donc c'est assez loin. C'est un type d'exoplanète qui s'appelle une Jupiter chaude. Est-ce que vous pensez qu'on a une Jupiter chaude dans le système solaire? On a une Jupiter. Oui, tout le monde est d'accord qu'on a un Jupiter dans le système solaire. Une Jupiter chaude, en fait, c'est une grosse planète comme Jupiter qui est très proche de son étoile. Est-ce qu'on a des planètes géantes gazeuses proches du Soleil? Non. Donc, on n'a pas ce type de planète dans notre système solaire. Cette planète, c'est une Jupiter chaude, grosse comme Jupiter, qui est si proche de son étoile qu'elle fait un tour autour de l'étoile en seulement 4 jours. On compare ça dans notre système solaire à Mercure, qui lui prend 88 jours pour aller autour du Soleil. Il fait en fait si chaud sur cette planète, il fait 900 degrés Celsius. Donc, ce n'est pas nécessairement une planète idéale pour chercher de la vie, mais parce qu'elle est tellement réchauffée que son atmosphère est gonflée et elle est très facile à observer, en fait. Donc, le télescope Webb a observé cette planète et plusieurs astronomes ont fait partie d'une équipe de découverte, donc plusieurs de mes collègues à l'Université de Montréal, qu'on peut voir ici. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attendu pour un transit. Un transit, en fait, ça a l'air plus de ça. C'est pas un beau disque d'étoiles où on voit un point noir qui passe. Ici, on voit... Oh, pardon. Ici, on voit la lumière de l'étoile qui est typiquement 100% lorsque rien ne la bloque. Et soudainement, on voit qu'il y a moins de lumière qui apparaît. Ici, on parle d'une diminution d'environ 2,5%. Et ça, c'est une grosse planète. Les petites planètes comme la Terre, ça bloque seulement des fractions de pourcentage. Donc, c'est très difficile à observer. Mais ici, c'est un peu plus facile. Mais une fois que ça arrive,
on utilise la magie de la spectroscopie pour en savoir plus. Donc, qu'est-ce que c'est la spectroscopie? En fait, on voit des preuves de spectroscopie autour de nous sans s'en rendre compte peut-être. Donc, la manière la plus simple que je peux expliquer la spectroscopie, c'est en pensant à la couverture d'album de Pink Floyd, qu'on peut voir ici. On prend de la lumière blanche ou de la lumière du soleil, qui est en fait de la lumière visible complètement mélangée. Mais lorsqu'elle passe dans un prisme de verre, on fait ce qu'on appelle la diffraction. La lumière diffractée a maintenant cassé la lumière blanche et on révèle toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ça, c'est la même lumière, mais qui a été diffractée par le prisme. Donc la spectroscopie, c'est simplement le fait de diffracter la lumière et d'étudier son arc-en-ciel. On peut le faire avec la lumière visible, mais aussi avec la lumière infrarouge, n'importe quelle lumière. Ici, on fait par exemple la spectroscopie avec la lumière du soleil. On voit ici toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui proviennent de la lumière blanche du soleil. Mais est-ce que vous voyez quelque chose d'autre d'intéressant à part seulement les couleurs de l'arc-en-ciel? Oui. Oui, il y a des petites lignes noires, exactement. Ces lignes noires, en fait, c'est la preuve que le soleil a aussi une atmosphère et sa lumière blanche passe à travers cette atmosphère. Il y a des molécules dans l'atmosphère du soleil qui absorbent des couleurs ou des énergies très spécifiques selon leur nature dans le spectre ou la lumière du soleil. Donc, ce qu'on voit en fait ici avec toutes ces barres noires, c'est un peu comme le code barre de l'atmosphère du soleil. Et chaque étoile va avoir son code barre unique, un peu comme une empreinte digitale. On peut faire la même chose en fait. Nos astronomes sont revenus. On peut faire la même chose avec l'atmosphère d'une exoplanète. Donc, lorsque une exoplanète passe devant son étoile, la lumière de l'étoile passe à travers l'atmosphère de l'exoplanète, absorbe quelques molécules spécifiques et crée ce qu'on appelle un spectre. Donc ici, c'est une autre façon de visualiser le code barre, des petites lignes noires. Chaque ligne noire, c'est l'équivalent d'une bosse ici. Et ça, c'est une observation de WASP 39b avec plusieurs instruments sur web, incluant l'instrument canadien ici. Et avec cette empreinte digitale, on a pu déterminer dans cette exoplanète qui se retrouve à 700 années-lumière de nous, c'est quoi la composition de son atmosphère? Puis on a déterminé qu'il y avait de la vapeur d'eau, la première détection de dioxyde de carbone jamais détectée dans le système solaire, le potassium, le même potassium qu'on a dans nos bananes aussi qui existe dans l'atmosphère de cette exoplanète. C'est une grosse planète à 900 degrés Celsius qui n'est pas habitable. Mais on est capable de faire la même technique, on l'a déjà fait avec des planètes qui ressemblent beaucoup plus à la Terre. On a déjà commencé à avoir des résultats, donc on espère peut-être trouver un monde qui ressemble à la Terre qui pourrait abriter la vie. Pas pour que nous on déménage là-bas, mais pour trouver des extraterrestres. Il y a d'autres manières aussi qu'on peut regarder des exoplanètes et des fois, lorsqu'on est chanceux, on peut même la regarder directement. Mais ce n'est pas la belle image que j'ai montrée, c'est plus des points lumineux. Donc ici, on a une animation qui montre le tout premier système exoplanétaire qui n'a jamais été imagé en vrai. Donc les points brillants que vous voyez qui tournent autour du centre, ça c'est des exoplanètes. Et vous voyez qu'elles tournent lentement parce que c'est des années qui passent. Donc la manière qu'on peut observer directement ces exoplanètes, c'est en bloquant la lumière de l'étoile centrale. En faisant ça, on est capable de discerner qu'est-ce qui se passe autour de l'étoile centrale et on est capable de voir des exoplanètes. Mais c'est dans seulement quelques circonstances. Lorsque les exoplanètes sont loin de l'étoile centrale, lorsqu'elles sont grosses, plusieurs fois plus grosses que Jupiter, dans ce cas-ci, c'est des planètes qui ont la masse entre 7 et 10 fois celle de Jupiter. Et comme j'ai dit, elles sont loin. Donc, j'ai mentionné Mercure prend 88 jours pour faire le tour du Soleil. Pluton, on parle de 270 ans. Ces planètes prennent entre 45 et 460 ans pour faire le tour de l'étoile. Donc ça, c'est une découverte. Toute Canadienne, même toute Québécoise, en 2008, c'est 3 Québécois qui ont fait cette découverte. Christian Marois, qui travaille maintenant à l'Université de Victoria, et René Doyon et David Lafrenière, qui sont mes collègues à l'Université de Montréal. Et ils ont mérité le titre de scientifique de l'année de Radio-Canada en 2008 pour cette découverte. Et ce que certains ne savent pas,
Les images ont été prises par le télescope Gemini Nord à Hawaï, mais les techniques ont été en premier lieu testées à l'Observatoire du Mont Mégantic. Avant de vraiment faire la découverte à Gemini Nord, ils ont été capables de faire des tests pour s'assurer que la technique fonctionnerait et ça leur a permis de prendre cette image justement. Le télescope Webb peut faire la même chose en utilisant justement un masque qui peut bloquer la lumière centrale. Et ça, c'est la première exoplanète avec un nom encore plus joli que le WASP-39b que je ne vais pas nommer. Et ça, c'est la même étoile qu'on voit dans des couleurs différentes. Et donc, on peut voir ici l'exoplanète, l'étoile, on l'a bloquée. Et ça, c'est une vraie image d'une exoplanète environ la taille de Jupiter. Encore une fois, c'était un test initial, mais parce que le télescope Webb a un miroir tellement gigantesque, on espère avoir la chance d'observer, de prendre des vraies images d'exoplanètes aussi petites que Saturne, peut-être même proche de la Terre d'Uranus. Ça serait une première. Comme j'ai dit, on peut aussi observer les étoiles et les étoiles naissantes. Bon, ça, c'est une des premières images qu'on a dévoilées il y a 1 an, et c'est une région qu'on appelle, on a surnommé les falaises cosmiques dans la nébuleuse de la Carène. C'est une région de formation d'étoiles. Ici, on voit plein de nuages de gaz et de poussière, et à l'intérieur de ces nuages, il y a la naissance d'étoiles. Donc, on est capable de regarder à l'intérieur des cavernes de poussière, et la lumière dorée, en fait, c'est la lumière des étoiles dans leurs premiers quelques millions d'années qui choquent l'environnement autour d'elles. Et en fait, on peut même voir des ondes de choc ici, à cause de l'énergie des étoiles. Et les étoiles un peu plus matures, qui ont plus de radiation, c'est elles qui poussent la poussière un peu partout et qui donnent cette forme étrange à la nébuleuse. Donc, tout ce qu'on voit ici, en fait, c'est l'interaction entre des étoiles à différentes étapes de leur évolution et leur environnement de naissance. Mais j'ai mentionné que pour les étoiles, le fait qu'on est dans l'infrarouge est très important. Et on peut le voir ici en comparant la même région de l'espace dans le visible pris par Hubble et dans l'infrarouge pris par le télescope Webb. Donc la magie de l'infrarouge, en fait, c'est que cette lumière peut percer la poussière cosmique. Donc on peut voir un peu comme des rayons X à travers la poussière. Donc on voit beaucoup plus d'étoiles qu'ici, et on peut voir de la texture à travers le nuage lui-même. Donc l'infrarouge, c'est vraiment fantastique pour ça. On peut regarder aussi des étoiles plus avancées dans leur évolution. Et ça, c'est un type d'étoile qu'on appelle une Wolf-Rayet, qui est très vieille, très massive, très grincheuse. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est l'étoile centrale qui éjecte plein de matériel dans l'espace. Donc ça, c'est pas une étoile comme le Soleil, c'est une étoile assez spéciale. Et ça, c'est une vraie image prise par le télescope qui nous permet de voir l'étoile elle-même à travers la poussière qu'elle éjecte à cause de l'infrarouge et l'infrarouge émis par la poussière elle-même. Donc, encore une fois, l'infrarouge très important ici. Mais le télescope a aussi observé une autre étoile, comme celle-ci, une Wolf-Rayet, qui, elle, se retrouvait dans un système binaire. C'est quoi le système binaire? Donc, la plupart des étoiles, on pense, se retrouvent dans des familles avec des sœurs ou des frères. Le Soleil, lui, semble être un enfant unique, mais plusieurs étoiles ont un frère ou une sœur et ils coorbitent ensemble. Donc, dans ce cas-ci, on a notre grincheuse, Wolf-Rayet, qui est une grosse étoile mourante, qui coorbite une autre étoile un peu plus normale. Et à chaque fois qu'ils passent l'un à côté de l'autre très proche, l'étoile Wolf-Rayet se fâche et elle expulse, éjecte encore plus de matériel. Mais on n'a jamais eu la capacité de regarder ce genre de phénomène de proche en vraie image. Et finalement, avec le télescope Webb, l'automne passé, on a pu le faire. Et voici l'image qu'on a captée. Donc au centre, on a le système binaire. On ne peut pas malheureusement voir les deux étoiles séparées. Elles sont trop proches. Mais ce qu'on voit en fait, c'est à chaque fois que les deux étoiles passent proches l'une de l'autre, on voit des anneaux cosmiques créés par le crachat, l'éjection spontanée de l'étoile Wolf-Rayet. Et c'est un peu comme compter les anneaux dans un tronc d'arbre. Chaque étoile, chaque rondelle, en fait, correspond à 8 ans. C'est ça la période orbitale. Donc, on peut compter 8 ans, 16 ans, 24 ans, comme compter dans les anneaux d'un tronc d'arbre. Et ça nous permet aussi d'étudier la poussière elle-même, qui va être rejetée
dans l'espace et qui va finalement être recyclé et devenir d'autres étoiles. Si vous aimez les galaxies, il y a aussi beaucoup d'images de galaxies avec le télescope Webb. Ça, c'est la première image qui a été révélée l'année passée et ça s'appelle le champ profond Webb. Donc ici, on a 7000 galaxies dans l'image. Et vous pensez peut-être que c'est une grosse région dans l'espace, mais en fait non. Ça, c'est une surface dans l'espace qui correspond à un grain de sable sur le bout de votre doigt à portée de bras. Dans cette petite section de l'espace, on retrouve ces 7000 galaxies. Beaucoup de galaxies à des profondeurs, des distances différentes. Plein de galaxies avec des couleurs différentes. Certaines sont plus proches, certaines sont plus loin. Et si on regarde un peu plus proche, il y en a qui ont l'air un peu étranges. On peut les voir ici, elles sont un peu comme allongées en forme de spaghetti. Et ça, c'est pas leur vraie forme. Quelque chose de spécial se passe ici, en fait. Et ça s'appelle un phénomène qui est les lancers gravitationnels. Et ça, c'est l'effet de la gravité causée par des galaxies très massives qui sont plus proches de nous dans l'image. Donc ici, on a un exemple. Si on est, nous, sur la Terre, notre télescope, on regarde plein de galaxies, dont certaines qui sont lointaines et certaines qui sont plus proches. Les plus proches sont tellement lourdes qu'elles courbent le tissu lui-même de l'univers et déforment la lumière de la galaxie lointaine. Des fois, ça donne des choses vraiment fantastiques, comme un anneau d'Einstein, où la galaxie devient presque un anneau parfait. Malheureusement, ça veut dire que la galaxie est déformée, et un peu plus difficile à étudier. Mais, qu'est-ce qui est bon, par contre, c'est que non seulement ça déforme la galaxie, mais ça agit aussi comme une loupe. Et une loupe rend les choses plus grosses et plus brillantes. Donc, on peut avoir un effet de magnification jusqu'à 100 fois. Donc, on peut voir des choses qui seraient, dans d'autres circonstances, invisibles pour notre télescope. Donc, c'est une bonne chose. Non seulement elles sont déformées et plus brillantes, mais on peut même avoir des images du double ou triple de la même galaxie. Mais si c'est le cas, comment est-ce qu'on sait que c'est la même galaxie? Donc, ici, c'est une galaxie qu'on pensait peut-être être 2 fois la même image d'une même galaxie. On peut encore une fois utiliser la spectroscopie pour regarder l'empreinte digitale ou le code barre de ces galaxies. Donc, en utilisant l'instrument canadien, on a fait un spectre des 2 galaxies ici, on les a comparées et on a vu qu'elles ont la même empreinte digitale. Donc, on a confirmé que c'était en effet 2 images de la même galaxie. Et on a même trouvé une 3e image. Et on a surnommé cette galaxie la galaxie aux étincelles, ou The Sparkler Galaxy en anglais. Et elle a été étudiée par une équipe à l'Université de Toronto qui, finalement, pour la première fois, a pu étudier les étincelles qui se retrouvaient à travers cette galaxie. Vous voyez, avec l'image de Hubble, c'était impossible. Et ils ont déterminé que ces étincelles étaient des groupes de millions d'étoiles regroupées ensemble qu'on appelle des amas globulaires. Et c'est les plus vieux amas globulaires qu'on ait jamais découverts avec le télescope Webb. Et on peut aussi essayer de vraiment pousser à quel point les galaxies qu'on étudie sont lointaines. J'ai mentionné qu'on essaie de trouver les plus vieilles galaxies au monde. Et on peut déterminer l'âge de ces galaxies, encore une fois, par leur empreinte digitale. Donc, je ne vais pas aller dans les détails ici, mais dans cette image, ils ont trouvé à date la candidate avec l'âge le plus vieux. Ces deux-là, on les observe lorsque l'univers avait seulement 2% de son âge actuel. Et on est déjà en chemin de battre ce record avec des nouvelles observations de Webb. Bon, je voulais terminer avec mon image préférée du télescope Webb. C'est les piliers de la création dans la nébuleuse de l'Aigle. C'est une autre région de formation stellaire. Et peut-être que vous reconnaissez la main de Dieu dans cette image. C'est une image absolument fantastique. Encore une fois, on voit des étoiles naissantes dans les craques ici. On voit plein d'étoiles dans l'arrière-plan. Mais une des raisons pourquoi j'adore cette image, c'est parce que c'est un objet céleste qui a été rendu célèbre par le télescope Hubble. Et moi, j'ai grandi avec cette version de l'image. Et donc, lorsque j'ai finalement vu cette image prise par Webb, ça a complètement chamboulé ma vision de la chose, parce qu'on voyait finalement qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de la main. Et cette image, c'est pour moi et plusieurs de mes collègues une des raisons pourquoi on est devenus astronomes. Et ça me rappelle qu'en ce moment, il y a plein de nouvelles images prises par ce télescope qui, j'espère, inspire une toute nouvelle génération d'astronomes qui
qui peut-être, eux, vont avoir la chance de travailler sur le successeur du télescope Webb dans les décennies à venir. Donc, c'est le tout début de cette mission. On est seulement à 1 an d'opération. On espère continuer pour une dizaine ou même une vingtaine d'années à venir. Et je vous invite à rester à l'affût parce qu'il y a plein d'autres nouvelles découvertes qui s'en viennent. Merci. Tout un voyagement dans l'univers. Alors, est-ce qu'on a des questions pour notre conférencière? Ou est-ce qu'elle vous a complètement abasourdi? Est-ce qu'on a un ou une courageuse dans la salle? Oui, premier courageux! C'est une super bonne question. Donc, le miroir a l'air très spécial, tout doré. En fait, le miroir, lui, la base, c'est un matériel qu'on appelle du beryllium. Et puis, c'est assez similaire à du verre, mais c'est plus solide et plus léger. Et par-dessus, on a recouvert le miroir avec une fine couche d'or. Si on prenait tout l'or sur le miroir et on le rassemblait ensemble, ça serait gros comme une balle de golf. C'est une très mince couche d'or. La raison pourquoi on a mis de l'or, c'est parce que l'or réfléchit très bien la lumière infrarouge. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut essayer de concentrer toute la lumière qu'on capte le plus possible dans les instruments du télescope. Pour l'infrarouge, l'or, c'est le meilleur matériau. Et pour la lumière visible, on a tendance à utiliser l'aluminium à la place. Est-ce qu'on prévoit, comme vous avez dit tantôt, en 1993, on pensait à Pentagon, on est arrivé à lui. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense à aller encore plus loin, plus imaginatif que Hubble? Donc, ce qu'on a en tête pour le successeur au télescope Webb, c'est en fait un télescope qui aurait une allure assez similaire, avec le même genre de miroir exposé à un bouclier solaire qui se retrouverait probablement au même emplacement, mais on espère qu'il aurait un miroir encore plus grand, peut-être 2 fois plus grand, et qui serait capable de simultanément regarder l'ultraviolet, la lumière visible et la lumière infrarouge, donc encore plus polyvalent. On appelle ce télescope pour l'instant le Habitable Worlds Observatory, et une de ses spécialités, ça serait de prendre des vraies images d'exoplanètes de la taille de la Terre, pas seulement comme des grosses Jupiter. Mais ce serait un télescope, il n'a pas encore commencé sa construction, qui serait probablement lancé dans les années 2040. Donc on espère que Webb va toffer jusqu'à là. J'ai une question. Oui. Des fois, avec tous les petits débris, mettons, de gars dans le miroir, des fois, tu peux attaquer le télescope. Oui, en effet, donc. Qui arrive dessus. Oui, donc l'univers est relativement vide, mais oui, il y a des poussières, il y a des petites roches. On les appelle des micrométéorites. Et on estime qu'environ une micrométéorite frappe le télescope par mois. Donc c'est un événement mensuel, mais les matériaux du télescope ont été sélectionnés pour être résilients et être capables de survivre à ces impacts-là. Cependant, en mai 2022, on a eu un impact plus gros que prévu, qui a quand même laissé une trace sur un des miroirs. Mais parce que le miroir est segmenté, avec 18 segments qu'on peut bouger individuellement, chaque segment peut être changé de configuration pour reformer le miroir et essayer de compenser pour les petites traces laissées. Donc, c'est dans les plans de le protéger et d'avoir choisi des matériaux résistants, mais c'est sûr que l'univers, l'espace, c'est incontrôlable. Donc, on se croise les doigts qu'il n'y a pas de gros astéroïdes qui le frappent. Oui. Dans la construction du télescope comme ça, est-ce qu'il y a des prédictions qui sont faites par rapport au... parce qu'on est déjà au CERN, puis 20 ans avant, prédisait, mettons, l'évolution de je trouve, exemple, dans les photos, combien d'informations vont passer dans le film. Puis il n'y avait pas ces chiffres-là à l'époque. Je disais, bon, ben, dans le fond, l'hypothèse est que dans tant d'années, on va être capable, ça va être la technologie qui va permettre que ce soit toujours comme ça. Puis, dans le fond, il y a des prédictions qui disent, ben, en ce moment, on n'est pas capable d'avoir cette technologie-là, mais on prévoit que dans tant d'années, on est capable de construire. Est-ce que ça se fait comme ça? Malheureusement, on va utiliser concrètement les technologies qui sont disponibles à nous lorsqu'on fait la conception de l'instrument, mais il y a beaucoup de temps qui sont mis sur les simulations de données pour savoir c'est quoi le degré de qualité de résolution que nos données vont avoir pour commencer à prédire
c'est quoi le bandwidth, par exemple, des données qu'on doit recevoir, c'est quoi les algorithmes de réduction de données qu'on doit développer pour le futur de la mission. Mais les instruments ont dû être livrés à la NASA en 2012 et plus touchés après ça. Donc on est un peu figé dans le temps avec les instruments, mais c'est vraiment des instruments de fine pointe qui ont été développés avec des nouvelles technologies à ce moment-là. Donc même avec ce retard de 10 ans qu'on pourrait dire, les technologies ne sont pas du tout désuètes sur le télescope. Oui. Les étoiles, c'est fait en fait de matériaux, majoritairement de l'hydrogène. Donc, nous, les humains, on a créé une grosse table périodique avec toutes les choses qui sont autour de nous. Et la plupart des choses, c'est un gaz qui s'appelle l'hydrogène. Mais aussi de l'hélium, mais il y a plein de choses. Il y a de l'or, il y a du carbone, il y a du potassium. C'est tous les mêmes éléments qui sont dans ton corps aussi. Mais dans notre corps, on a des éléments qui sont plus lourds. L'élément le plus léger, c'est l'hydrogène. Et ça, c'est la grande majorité des étoiles. Mais parce que les étoiles sont tellement grosses, tout leur cœur est tout pogné dans un petit moton et ça l'enflamme un peu, le cœur. C'est pour ça que les étoiles, malgré qu'elles sont juste un gaz d'hydrogène, elles sont très chaudes et elles créent de l'énergie à cause de ça. Des formes d'étoiles? Donc, la plupart des choses dans l'espace, elles sont tellement grosses qu'elles sont toutes en forme de boule. Parce que c'est la force qui décide c'est quoi leur forme, c'est la force de la gravité. Et la gravité, elle aime les choses symétriques. Et la chose la plus symétrique, c'est une boule ou une sphère. Donc, si quelque chose est très gros, la gravité la force à être une boule. Donc, toutes les étoiles sont pas mal en forme de boule. C'est vraiment bon, j'en trouvais du visuel qui correspond à ce que je dis. C'est clair organisé. C'est une question, on a ça. Oui. Une dernière question, parce que le temps passe. Pour vous, les satellites, c'est pas mal consacré à l'imagerie. Les satellites? Oui. Les satellites ou les télescopes? Plutôt les télescopes. Donc, les télescopes, on a tendance, pour le grand public, à beaucoup montrer des images. Mais, par exemple, le télescope Webb, 75% de ces données, c'est de la spectroscopie, pas des images. Parce que la spectroscopie, c'est beaucoup plus riche en termes de science. On peut déterminer des choses comme la composition chimique, l'âge, la distance, la vitesse de l'objet. Tandis qu'une image, on peut déterminer des choses, mais on détermine beaucoup que c'est juste très joli. Donc, oui, il y a des images qui sortent du télescope, mais il y a aussi beaucoup d'autres types de données, surtout de la spectroscopie. Je n'avais pas fini ma question en tant que telle. Ah. Il y a 3 ans, on avait entendu un bruit, si ma mémoire est bonne, par rapport au bruit, les sons qu'on entend des explosions. Des ondes gravitationnelles? Oui. Il y a 3 ans, il me semble qu'on avait entendu, c'était la première fois qu'on avait enregistré pas une pollution, mais une explosion, je pense, de satellite. J'essaie de me rappeler de ça. Et par rapport au son qui vient de l'espace, il y a des... Donc, peut-être que vous parlez des ondes gravitationnelles, qui est une onde. C'est pas un son, mais on a tendance à convertir ce signal-là en son pour que nous, on puisse le comprendre. Et c'est lorsqu'on a des collisions de trous noirs ou d'étoiles très massives. Et c'est des collisions tellement intenses que ça fait des ondes à travers le tissu de l'espace. Mais on a besoin d'avoir des détecteurs très spécialisés, dans ce cas-ci des détecteurs d'ondes gravitationnelles, où la seule mission, c'est de détecter ces choses-là. Tandis qu'un satellite comme Webb, un télescope comme Webb, n'a pas les outils nécessaires pour le faire. Donc c'est pour ça qu'on a une panoplie d'instruments différents, qui ont des missions différentes et des buts différents, mais qui peuvent travailler ensemble pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'univers. Malheureusement, le temps passe, on ne pourra pas prendre d'autres questions pour l'instant parce que le test, mais on aime vraiment ça, vous avez plein de questions d'interrogation, c'est fantastique. Alors, merci beaucoup. Merci.